Bonjour à tous. Pour ce 2 rue de Malines spécial, je vais vous présenter le dernier ouvrage de Jean-Marc Rochette, Le Transpersonnage, Extinction, tome 2, qui, je vous rappelle, est donc le préquel au Transpersonnage de 1982. Le train aux 1001 wagons a débuté sa course pour la survie et va donc s'arrêter régulièrement dans les grandes villes afin d'embarquer les gens qui ont gagné, entre guillemets, leur place à bord. Mais au fur et à mesure de toutes ces étapes, l'initiateur de ce projet fou d'arche roulante, que l'on peut comparer d'ailleurs à l'arche de Noé, voit son idéal s'effriter devant ses yeux. D'ailleurs, au sein même de ce train, des voix s'élèvent déjà pour remettre en cause le modèle de fonctionnement. Ce deuxième tome, des origines du transpersonnage, nous montre les derniers instants de l'humanité et son effondrement est inéluctable. Le récit original était plutôt une fable sociale qui utilisait le contexte du convoi ferroviaire et qui devait, quoi qu'il en coûte, avancer de n'importe quelle manière, ceci afin de révéler les maux de la société. Les auteurs décrivaient un monde désespérant avec des couleurs et un dessin qui accentue encore plus cette lente avancée vers la mort ou le désespoir, le grand désespoir. On commence à retrouver donc certains éléments de l'album fondateur de 1982 et l'ultime épisode de ce préquel sera certainement l'un des plus sombres. Avec ce tome, Rochette confirme donc le périple entamé il y a près de 40 ans et force est de constater que l'univers qu'il a développé depuis l'échappée est d'une cohérence remarquable. Bref, un album à dévorer, à conseiller et en plus, avec la petite cerise sur le gâteau, une série télévisée est adaptée de ces ouvrages et qui passe actuellement sur Netflix. Blizzy, what you cooking up? Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de ce 2 rue de Malines numérique, je vais vous présenter une compilation musicale historique, puisqu'il s'agit, comme l'indique son sous-titre, de la première mixtape de rap français 100% féminin. Paru en novembre dernier, le rap de filles souterraines est une indéniable bouffée d'air frais dans le paysage du rap français. Les rappeuses, quoique très nombreuses, y sont peu visibles et rares sont celles qui décrochent un album à leur nom ou dont la notoriété dépasse les cercles restreints. Pour pallier à cela, les réseaux sociaux font office depuis quelques années de rampe de lancement. Les membres de l'excellent label La Souterraine l'ont bien compris après avoir découvert Rap de Filles, un compte Instagram dédié à un concours de freestyle. Ni une ni deux, une sélection a été réalisée, mixée, diffusée largement sur internet et présentée sur certaines radios nationales. Broke me down, je m'installe comme Rosa Parks. Je ne m'abaisse que pour refaire mes lacets. Du talent authentique, ouais j'en ai assez. Et je reste focus, pas besoin de bonus pour faire péter ce putain de score. Et je pourrais rapper encore non-stop, toutes mes OGs ont le majeur. Pour être honnête, c'est par hasard et en plein confinement que j'ai découvert Rap de Filles souterraines et cela a été d'entrée un véritable coup de foudre musical. Il faut dire que c'est Turtle White qui lance le bal avec freestyle en balle en plus, un texte ravageur posé sur une instru de trap, suivi de près par Vicky R et le tonitruant Shooté. Plus loin, on tombe sous les coups du flow impeccable de Yelcha puis de Pearly sur le titre Polar que je ne me lasse pas d'écouter. Yo, 75 020 Fougère. Bang bang, Pearly. Hey B. Yo, tu t'es cru où là? Elles viennent de Caen, de Montreuil, de Clermont-Ferrand. Elles ont la vingtaine et le rap en ligne de mire. Elles ont pour nom Illustre, Sensei H, Oligé, des textes à l'appel, des années ou quelques mois de pratique musicale et, fait indéniable, du talent. On l'aura compris, Rap de Filles souterraines est un laboratoire musical qui repose sur une idée très simple. Le rap du futur sera féminin ou ne sera pas. D'ailleurs, le volume 2 de Rap de Filles intitulé Rap Underground féminin vient de paraître, ce qui fait office de rayon de soleil en ce début d'été. Vous pouvez retrouver les deux compilations sur le site du label La Souterraine et bientôt dans les bacs de la médiathèque Jules Verne de Vendée. Belle journée, bonne écoute et à bientôt. Je suis bien la fille de ma mère, t'es mal la violence lyricale, ouais lyricale.
Bonjour, pour vos lectures estivales, je vous propose de découvrir le livre de Eric Marshall qui s'intitule Les Heures Indociles, paru aux éditions Anne Carrière en 2018. C'est un grand roman d'aventure, palpitant, instructif, mêlant les intrigues politiques, sociales et sentimentales, le tout dans un décor anglais, post-victorien du début du XXe siècle. Nous allons rencontrer 3 personnages truculents, attachants, énigmatiques et hauts en couleur, qui vont faire vaciller l'établissement anglais trop bien établi pour l'époque. Figurez-vous que ces 3 esprits libres vont chacun à leur manière faire vivre des heures bien indociles à ceux qui les pourchassent. En effet, en cette année 1908, c'est l'entente cordiale avec la France, son meilleur ennemi, et c'est donc de l'intérieur que vont arriver les premiers périls. Le premier esprit libre qu'on va rencontrer est Olympe Lovell, une jeune femme anglaise dont le prénom emblématique, synonyme de lutte pour le droit des femmes, lui correspond parfaitement. C'est une suffragette, activiste de terrain, laissant la lumière et la gloire aux rhétoriciennes du mouvement indépendant, le WSPU, le Women's Social and Political Union, mouvement créé par les sœurs Pankhurst. C'est d'ailleurs en écoutant Christobal Pankhurst qu'elle a cette révélation. Comment un pays civilisé peut-il priver de ses droits la moitié de sa population? En effet, à cette époque, les femmes n'ont aucun droit. Olympe, les sœurs Pankhurst et bien d'autres font partie d'un mouvement qui peuvent accueillir 250 000 personnes aux manifestations qu'elles mettent en place. Olympe, elle, est une guerrière prête à tous les sacrifices, allant même jusqu'à l'emprisonnement à Holloway pour faire passer ses idées. Eric Marshall, bien documenté, retranscrit avec précision les conditions d'internement et les outrages subis par celle-ci. Alors, jusqu'où va-t-elle aller pour promouvoir le droit des femmes à la prochaine élection qui arrive? Comment va-t-elle faire pour contrarier les machinations gouvernementales mises en place par le gouvernement Asquith? Arrive le deuxième trublion, Thomas Bellamy, un médecin métis amanite travaillant au Saint-Barthélemy, le plus ancien hôpital londonien. Il travaille aux urgences, mais il dirige aussi un service de médecine non conventionnelle où il pratique des miracles. C'est un homme secret, talentueux, qui n'hésite pas à aller dans les quartiers malfamés pour guérir les malades, notamment à Whitechapel, où avait sévi Jack l'Éventreur. Cet homme exceptionnel reste une énigme pour son entourage, et notamment pour Reginald Jessop, son interne fraîchement arrivé, et qui va l'espionner. Là aussi, Bellamy va essayer de faire bouger les choses, et l'ancien monde hospitalier. Il va là aussi se confronter et se heurter à un monde conformiste et conservateur. C'est alors qu'il va rencontrer un homme qui s'appelle l'apôtre, un homme binaire et trouble. Mais c'est là aussi qu'il va rencontrer aussi le monde charnel et faire des rencontres avec des femmes, un des rares domaines qu'il ne maîtrise pas. Enfin, le troisième rebelle s'appelle Horace Vere Cole. C'est un aristocrate, il est poète, c'est un esprit apolitique, un esprit intellectuel loufoque, prêt à tout pour faire chambouler son auditoire. Ses saillies sont redoutées, mais il ne trouve pas sa place dans la société. En effet, il est représentant d'un ordre social et castral qui le rejette et qui s'effondre. Ce trublion atypique s'attaque à tout le monde, et son excentricité détonne avec les classes populaires. Mais il a un but ultime, bousculer le climat social en montant le plus grand canular visant les plus hautes instances du pouvoir. Mais va-t-il mesurer les conséquences de son acte qui va faire boule de neige? Et cet effet papillon, ce simple canular, va faire exploser des verrous et des affaires douteuses surgissent. Voilà, Eric Marshall a le talent de faire des histoires bien ficelées. Il met en place un rythme saccadé entre action, réflexion et émotion. Comme d'habitude, l'auteur établit une reconstitution fidèle à l'époque et met en lumière aussi des personnages secondaires attachants. Personnellement, j'ai adoré le rôle de Frances, une infirmière auprès du docteur Bellamy, et qui va avoir un rôle qui va s'étoffer au fur et à mesure de l'histoire. Nous allons aussi découvrir des personnes célèbres, bien avant leur célébrité, comme Winston Churchill au début de sa carrière politique, et Virginia Woolf avant de devenir écrivain.
Je vous souhaite bien du plaisir en lisant donc Les Heures indociles de Eric Marshall. Bonjour, je vous présente La boîte de Pandore de Bernard Werber. Tout d'abord, il est bon de savoir que Bernard Werber est un auteur à part dans le monde de la littérature. Il est passionné par 3 grands domaines, la science, le mysticisme, c'est-à-dire tout ce qui touche au secret, au mystère, notamment dans le domaine du spirituel, et enfin, il s'intéresse aux mythes. Et dans ce livre, en fait, on va parler du mythe de l'île de l'Atlantide. Donc ça explique pourquoi dans la plupart de ses romans, en fait, il utilise une construction qui alterne des articles informatifs et aussi 2 ou 3 fils narratifs. Donc les articles sont là pour préciser et élargir les intrigues. Donc, dans cette histoire, nous faisons connaissance avec René Toledano, qui est professeur d'histoire. Un soir, René assiste à un spectacle d'hypnose avec une de ses collègues dans un cabaret appelé la boîte de Pandore. Le voilà donc appelé à monter sur scène pour une expérience d'hypnose régressive qui va lui permettre d'accéder à sa mémoire profonde. Autrement dit, il peut savoir qui il était dans ses vies antérieures. Sa première rencontre se fait avec le plus héroïque de ses anciens moi. Il est donc caporal pendant la Première Guerre mondiale. Il se nomme alors Hippolyte Pélissier et se lance avec ses compagnons dans une offensive pour briser la ligne de résistance allemande. René assiste à cet assaut sanglant et à la fin de la séance, il est très perturbé. Il pense alors que ce n'est qu'un cauchemar, que rien de cela ne s'est passé. Mais comme il est historien à la base, il veut absolument en savoir plus et donc il va effectuer des recherches et découvrir qu'Hippolyte Pélissier donc, a bel et bien existé. À ce moment-là, René ne sait pas trop quoi faire et il va reprendre contact avec Opale, l'hypnotiseuse du spectacle. Et petit à petit, Opale va l'initier à l'hypnose régressive jusqu'à ce que René puisse se débrouiller seul. Donc là commence une nouvelle vie pour René. Après plusieurs expériences, René donc va faire connaissance avec Geb, le premier homme de ses vies antérieures. Les 2 hommes peuvent dialoguer et René découvre ainsi que Geb vit sur l'île de l'Atlantide en l'an 10 000 avant Jésus-Christ. Or, tout cela est simplement impossible. Et pour notre civilisation, l'Atlantide n'existe pas. Il s'agit juste d'une légende. Je vais vous lire un extrait donc, pour que vous découvriez le peuple des Atlantes. Ce qui surprend René est la sérénité profonde qui émane de cette population. Personne ne se bouscule, personne n'est pressé, personne ne court. Tous semblent bienveillants les uns envers les autres. Beaucoup saluent Geb en souriant et ce dernier leur répond par un signe amical. « Vous n'avez pas de charrette ?» demande René. « Une charrette ? Eh bien, un moyen de se déplacer avec l'aide de roues. »« C'est quoi des roues ?» René prend conscience que le fossé technique de l'île est peut-être plus important qu'il ne le pensait. « Comment transportez-vous vos récoltes ? » ?»« Les quoi ? Ne me dites pas que vous n'avez pas d'agriculture. Comment faites-vous pour vous nourrir si vous n'avez pas de champs ? Nous avons tous notre potager et notre verger personnel. C'est comme cela que nous nous nourrissons. Dans chaque maison, nous sommes autonomes. René distingue en effet, au bas des maisons, de petits jardins. Et pour l'élevage, l'aile quoi ? Eh bien, pour pouvoir les manger, il faut bien que vous mettiez des animaux dans des enclos, des vaches, des moutons, des poules, des lapins. Geb s'arrête, l'air outré. Vous mangez des animaux dans ton monde ? Pas vous ?
C'est dégoûtant. Ne me dites pas que vous mangerez dans 12 000 ans des animaux morts que vous avez élevés rien que pour les tuer. Cela a bon goût et c'est une source de protéines, enfin d'énergie quoi. Vous devriez essayer d'entraîner. Nous ne sommes pas des charognards, pas question de manger des cadavres. Donc pour répondre à tes questions, nous n'avons pas de roues, pas de chevaux, pas de télescope, pas d'animaux que nous enfermons pour les manger plus tard et pas de champs. Mais alors, comment faites-vous pour faire du commerce? Que signifie ce mot? Eh bien, c'est le moyen d'échanger des biens contre de l'argent. L'argent, c'est ce qui nous permet de vendre ce que nous ne consommons pas nous-mêmes. Nous n'avons pas d'excédent, donc pas d'argent. Mais alors, comment vous faites pour obtenir ce qui vous manque? Mais il ne nous manque rien. Donc, à travers ce passage, on découvre que les Atlantes vivent dans un paradis terrestre. Ils ne connaissent ni la peur, ni la violence. Seulement, René sait que, selon la légende, l'Atlantide sera engloutie lors d'un immense raz-de-marée associé à une série de tremblements de terre. À partir de là, il va tout faire pour sauver les Atlantes. Je vous invite donc à lire La boîte de Pandore, un roman fort divertissant, puissamment instructif et imaginatif.